pas se dire que le Sénégal peut se développer seul et laisser l'Afrique derrière, ou le Rwanda peut se développer seul et laisser l'Afrique derrière. Nous, on est dans une optique de panafricanisme, de connexion entre les pays africains. C'est pourquoi on en a fait notre deuxième pilier. Notre troisième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Peut-être c'est une innovation de taille par rapport aux partis classiques qui généralement ne développent pas assez l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je le disais, nous on n'attend pas d'être ministre, député ou président pour faire des choses pour les jeunes. Dans le cadre de notre parti, on a créé ce qu'on appelle un GIE pour les membres du parti. Donc, les membres du parti se sont constitués en GIE et ils ont développé des activités pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir de l'emploi. L'agriculture, on n'a pas encore démarré, mais on avait démarré un projet d'agriculture. On avait aussi donné des bourses à certains parmi nos jeunes. On a développé beaucoup de webinaires de formation pour former nos jeunes. Donc on est dans cette optique-là de créer un citoyen de type nouveau. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas seulement se développer, aller vers des élections. Il faut préparer ceux qui vont aller vers les élections. Raison pour laquelle on a parlé de développement personnel, on a parlé aussi d'entrepreneuriat, on a parlé de formation. Il faut les former. Donc nous, on va avoir des députés, on va avoir des ministres, on va avoir des futurs présidents, parce que ça ne va pas s'arrêter au seul leader qui est là. Nous sommes en train de créer ce qu'on appelle l'école du peuple. On l'a déjà créé, on a fait beaucoup de modules dans ce sens-là, soit sur l'intelligence artificielle, sur le pétrole et le gaz, sur tous les sujets d'actualité, les inondations, l'assainissement, on en a fait 2, au moment où on pressentait qu'il y allait y avoir des problèmes d'inondation. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de bâtir un militantisme de type nouveau. Donc le 5e pilier maintenant, c'est l'IT. On l'a mis comme étant la concrétisation du millénaire. Mais en réalité, ce qu'on veut surtout faire à travers ça, c'est construire un Sénégalais de type militaire, avoir la volonté, la détermination, la dévotion pour y aller. Donc c'est pourquoi on a ces 5 piliers-là qui vont porter le millénaire. Maintenant, pour parler des défis, les 15 défis. Donc le premier défi, naturellement, vous savez que ça doit être l'éducation. On ne peut pas développer un pays sans pourtant éduquer les gens. Donc c'est pourquoi nous avons proposé une réforme profonde de l'éducation. Ça passe par quelque part bencher sur ce qui se fait de mieux dans les autres pays. Parce qu'au niveau du Sénégal, on a fait un état des lieux dans le livre d'abord, pour voir déjà les statistiques, pour voir aussi la perception. Par perception, nous tous on sait que le niveau a décru. Quand on regarde le niveau autant dans les années 70 par rapport aux années 2000 et maintenant par rapport aux années 2020, on a vu que le niveau est en train de décroître. C'est dû à plusieurs choses, plusieurs facteurs. Premier facteur, je peux citer les conditions sociales des élèves. Ça en fait partie. Il y a des élèves qui vont à l'école le ventre vide. C'est vrai que certains ont réussi quand même à survivre, à réussir. Quand tu racontes le parcours, tu vois ça. Mais n'empêche, il est difficile d'aller à l'école, d'apprendre sans pour autant avoir au moins un minimum social. Le minimum pédagogique aussi, les tables bancs, les classes. Maintenant, peut-être, on ne l'espère pas, on va aller vers des inondations. Si jamais il y a des inondations, il y a abri provisoire. Les élèves sont obligés de retarder le déroulement du parcours scolaire. Donc nous, on a tout le temps ces problèmes-là. On a aussi un problème de programme. Le programme n'est pas adapté à nos besoins. Quand on regarde les statistiques concernant le baccalauréat, on voit un baccalauréat avec 80% de littéraires, 20% de scientifiques. Moi, je ne suis pas contre les littéraires, au contraire. Ils ont leur place dans la société. On a besoin de droit, d'hommes de droit. On a besoin de littéraires, on a besoin de poètes, on a besoin de musiciens, on a besoin de sportifs et tout. Mais n'empêche, le besoin du pays actuel est de s'industrialiser. Et pour s'industrialiser, il faut des scientifiques, il faut des techniques, des techniciens. Donc il faut à la base essayer de quantifier le besoin. Moi, pour ma part, dans le livre, j'en ai parlé pour dire qu'on a besoin au moins de 3 millions d'ouvriers. 3 millions d'ouvriers. Et parmi ces ouvriers-là, des classes d'ouvriers, des ouvriers professionnels qualifiés, des ouvriers spécialisés. Parce que si jamais on veut faire des pipelines pour exploiter le pétrole, le gaz, chaudronnerie, soudure en haute mer, maîtriser toute la robinetterie. Donc on a besoin de gens qualifiés pour pouvoir faire tout cela. L'industrie, ce n'est pas une mince affaire. Il faut aller chercher le savoir, le savoir-faire et ensuite avoir le financement pour l'exécuter, pour les partenariats pour les exécuter. Raison pour laquelle, au niveau de l'éducation, on a besoin de lister le besoin pour être sûr qu'on a besoin de tant d'hommes de droit, tant de médecins, tant d'ingénieurs, tant d'ouvriers. Sans cela, nous n'irons nulle part. D'autres problèmes au niveau de l'éducation, c'est au niveau des matières.
Nous, déjà, on a un cursus très long. Vous avez vu tout à l'heure lors de la présentation, il faut passer par l'immaculé. Voilà, on fait 5 ans, 6 ans préscolaire. Au CM, au collège, on fait 4 ans. Au lycée, on fait 3 ans. À l'université, tu peux durer, sans compter les redoublements qui peuvent arriver. Donc, ce qui fait que faut te retrouver avec 27 ans, ou 28 ans, ou 30 ans, avant de sortir avec un diplôme professionnalisant. Et pour la plupart des cas, ils n'ont pas de diplôme professionnalisant. C'est-à-dire qu'ils ont des diplômes, mais en réalité, tu leur demandes de faire ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent bien te dire de concret. Donc, nous, on a faussé un peu le timeline de notre cursus scolaire. Il faut raccourcir. Ça, j'en parlerai dans les solutions. Mais autre problème encore pour l'éducation scolaire, j'en parlais tout à l'heure, de tout ce qui est cantine. Les conditions sociales font que vous avez besoin de cantines. Les cantines vont faire de telle sorte que les élèves n'ont plus à rentrer à la maison. C'est un yo-yo quand même assez imposant pour aller manger du revenu. Certains n'ont pas les moyens en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est justement de mettre en place ces cantines-là, de rendre gratuit les fournitures scolaires, de rendre gratuit le transport public destiné aux enfants. Maintenant, à quel coût? Le coût, à mon avis, c'est le contribuable. Il faut faire de telle sorte que le secteur informel, qui n'est pas encore formalisé côté impôt, puisse le faire. Et c'est facile. Quand au niveau de la rentrée des classes, les gens s'inscrivent, mais au niveau de la DGID, des entités en charge de ça, ils peuvent faire appel à ces gens et leur dire qu'il faut maintenant régulariser. Sans pour autant faire dans l'excès. C'est-à-dire essayer de faire de telle sorte que les impôts qu'on paye puissent bénéficier aux parents d'élèves, de telle sorte qu'ils sont déchargés de la fourniture, ils sont déchargés de la nourriture des enfants, ne serait-ce que pendant qu'ils sont à l'école, ils sont déchargés du transport en commun. Ça va alléger et ça va permettre à ce que les élèves soient concentrés. Et maintenant, il faut revoir les programmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est taillé sur le besoin. Donc l'éducation n'est pas une mince affaire. J'ai proposé beaucoup de solutions dedans, en se basant un peu sur les benches qu'on a fait sur le système japonais, qui a ses dérives aussi, le système nord-coréen, le système allemand, le système scandinave. L'essentiel, c'est de raccourcir déjà le parcours pour qu'à 15 ans, certains puissent avoir des diplômes professionnalisants. Parce que 15 ans, c'est l'âge de validation de l'âge d'activité en réalité. Il faut qu'on fasse de telle sorte que nous puissions avoir à 15 ans des gens capables de souder, capables de construire un bâtiment, capables de concevoir un pont, capables de souder en haute mer, etc. Il faut changer le système de telle sorte que ce soit capacitif. Pas un système de faculté quelque part, mais de capacitation. Donc quand tu sors de l'école, tu es sûr que tu maîtrises ce métier-là. C'est une parenthèse sur l'éducation. Je vais après parler de... Je vais parler maintenant de l'autre défi, c'est la santé. La santé, comme on l'a vu dans le livre, j'ai essayé de faire deux analyses sur la gouvernance sanitaire de manière générale, mais aussi sur ce qui s'est passé avec le Covid. Je vais commencer par la gouvernance sanitaire parce qu'en réalité, nous n'évaluons pas à proprement dit la gouvernance sanitaire. Quand on parle de santé, ce n'est pas une mince affaire. Il faut l'évaluer sous 6 modules. Moi, je me suis un peu basé sur les propositions de l'OMS, de l'ONU, sur comment est-ce qu'on évalue une gouvernance sanitaire. Il y a le module qu'on dit central, il y a le module gouvernance centrale, il y a un module qui traite des ressources humaines, il y a un module qui traite de tout ce qui est formation, un module qui traite de tout ce qui est pharmacie, un module qui traite de tout ce qui est gestion des ressources humaines, j'en ai parlé. Mais ces 6 modules-là, si vous les regroupez, vous pouvez normalement dresser un bilan par rapport à ce qui se passe au niveau du Sénégal. On a vu côté laboratoire, côté pharmacie, avec le Covid déjà, les laboratoires n'ont pas joué leur rôle. Les laboratoires, en tout cas publics, on a dû déléguer certaines tâches à l'Institut Pasteur, à l'IRSF, qui sont des laboratoires privés. On a dû, à un moment donné, on a eu des conflits dans la gestion, par exemple, des intrants. Les intrants concernant les produits qui doivent permettre de faire les tests. Donc tout ça est recensé dans le rapport post-Covid-19 qui a été établi par la Cour des comptes. C'est dire qu'on doit revoir tout notre système sanitaire. Sur le plan des ressources humaines, nous avons beaucoup de médecins qui sont là, qui sont sortis, qui n'ont pas encore été titularisés. Alors que quand on regarde le ratio population par rapport au nombre de médecins, on ne s'en sort pas. On n'est pas encore dans les ratios factuels.
Donc on doit corriger ça. Au niveau de la formation, on est fort bien apprécié, parce qu'on a des ressortissants du Maroc qui viennent ici pour apprendre, mais on n'a pas assez d'instituts. Pas seulement pour les médecins, mais pour les auxiliaires de santé. Donc les infirmiers d'État, les sages-femmes d'État, tout ça, on doit démultiplier les écoles. Donc pour revenir sur l'analyse, donc tous ces modules-là doivent être pris en compte. Quand on parle du module pharmacie, par exemple, actuellement, le besoin, je pense qu'on est à 15% de production locale de nos besoins en pharmacie. C'est généralement 4 groupes. L'Institut Pasteur pour les vaccins contre la fièvre jaune. On a Sanofi, on a aussi Pfizer et un autre, Canon. Donc ça veut dire que nous, en réalité, on ne produit pas assez pour nous. Et la pharmacie, de manière générale, elle est calquée sur le modèle occidental. Alors qu'en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est essayer de voir comment adapter notre pharmacopée, notre médecine traditionnelle, pour essayer de soigner. Parce que je l'ai même dit dans le livre, quand on dit médicament, on traduit en Wolof, on dit garab. Garab en Wolof, c'est arbre. Donc nous, on a compris dès le début que c'est au niveau des arbres, il y a le soleil, la photosynthèse, que tout se passe. Donc il faudrait que peut-être nous, à notre niveau, qu'on réajuste. Et comment réajuster? On peut, par exemple, encapsuler, essayer de tester, de telle sorte à avoir la bonne dose, la bonne posologie, et ensuite encapsuler, mettre sous forme de comprimé. Ce sont des procédures de fabrication assez bien maîtrisées par nos citoyens. Donc, au niveau de la pharmacie, il y a un rectificatif à faire. Pour parler de la santé globalement, le rapport post-Covid-19 a montré qu'on a beaucoup de retard. Au niveau du plateau médical, par exemple, on a vu qu'on a mis 1000 milliards à peu près. Et quand vous partez au niveau des cases de santé, au niveau des postes de santé, au niveau des EPS, vous voyez que parfois on n'a pas le plateau médical idoine pour traiter les maladies, ou bien pour traiter les cas d'épidémie. On n'est pas assez outillé pour traiter les cas d'épidémie. En plus de cela, on a eu en Afrique, par exemple, des propositions de vaccins, entre guillemets, on peut dire, comme par exemple l'artémisia des Malgaches. Mais malheureusement, ça n'a pas été adopté par l'OMS. Et pour faire court, on doit considérer la santé comme étant un domaine de souveraineté. On ne doit pas le laisser aux mains d'autres personnes. On ne doit pas globaliser. Je l'ai dit, je l'ai cité tantôt, dans le discours de Donald Trump, par exemple, au niveau du siège des Nations Unies, il disait que l'avenir n'appartient pas aux globalistes. L'avenir appartient aux patriotes. Nous sommes des patriotes. Ça ne veut pas dire que nous sommes xénophobes, ni ultranationalistes. Non. On voudrait quand même que la gouvernance sanitaire, la santé de nos citoyens, que ce soit tenu par nous-mêmes. Qu'on n'aille pas vers un gouvernement centralisé de la santé. Il faudrait qu'on évite ça. Donc ça, c'était pour clore le chapitre concernant la santé. Il y a beaucoup à dire, mais je prends compte du temps. C'est pourquoi je résume à peu près. L'autre chapitre, ça concerne la refonte de la gestion des ressources. Quand je parle de ressources, je parle de ressources pétrolières, de ressources gazières, de ressources foncières, etc., etc. Quand on parle des ressources gazières, pétro-gazières, on a vu qu'au Sénégal, il y a eu du pétrole. Le pétrole est sorti, le gaz est sorti, tout le monde a beaucoup d'attentes. Mais quand on se fie sur les chiffres qui ont été relatés par le ministère des Finances et du Budget, on se rend compte qu'on va attendre 787 milliards, tout TTC, sur les recettes de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et quand on regarde ce fait, on se dit 787, ça ne peut même pas faire un projet de terre, parce que le terre c'est 780 milliards hors taxe, d'après les chiffres officiels. Tout cela pour dire que si on se fie aux attentes, on ne peut rien espérer en réalité du pétrole et du gaz. Donc il est temps qu'on regarde ce qu'il y a dans les contrats pétroliers. Dans les contrats pétroliers, il y a deux facteurs importants, le cost oil et le profit oil. Le cost oil sont les coûts pétroliers, les coûts d'exploitation, tout ce que le major qui a pris la peine de faire, la prospection, les tirs sismiques, tout ce qu'il a mis comme investissement pour avoir le pétrole qui sort de la terre, offshore, onshore, etc. Donc c'est dire que ces coûts-là, on a un point d'attention par rapport à ça. On doit faire de telle sorte que l'évaluation des coûts soit exhaustive et soit transparente.
il ne faut pas qu'ils nous le facturent 5 fois plus ou 10 fois plus. Dans ce cas-là, ça va se répercuter sur nos dividendes. Il y a le cost oil et il y a le profit oil. Le profit oil, c'est les recettes, une fois qu'on défalque le cost oil, les recettes qu'on va recueillir et qu'on va partager. Maintenant, le cost oil, généralement, en lisant les contrats pétroliers, peut-être d'ici depuis 2021, ça va peut-être changer avec les nouveaux blocs, s'il y en a qui sont découverts. Mais au niveau des cost oil, on met déjà 70% du profit oil du moins, ça va aller pour rembourser le cost oil. Ensuite, maintenant, pour la plupart des contrats. Ensuite, maintenant, les 20%, 25%, 30%, c'est ça qu'on va se partager. Et quand on le partage, le major encore, il se positionne, généralement, il est rare de trouver l'État du Sénégal avec 54%, c'est généralement le max dans les contrats, de ce qui reste. Faites l'opération, 75% ou 70%, il reste 30%, 54% de 30%, c'est dans les 10-15% à peu près. Ça peut être plus, mais ça ne dépassera pas les 25%. Peut-être maintenant il faudrait qu'on aille jusqu'à épuisement du remboursement des coûts pétroliers pour ensuite rentrer dans nos fonds. Donc ce schéma-là est différent du schéma qui est appliqué dans les pays qataris, dans les pays norvégiens, de la Scandinavie. Donc ça dit qu'on doit revoir ces contrats pétroliers-là. Et puis, les pourcentages dont je vous parle dépendent beaucoup, pour la plupart, du nombre de barils qui sortent de terre. Donc, une attention particulière pour ceux qui travaillent pour les intérêts du Sénégal au niveau de Petrosen. Il faudrait que les travailleurs de là-bas soient à l'abri de la corruption. Parce qu'on parle de milliards et de milliards, donc la corruption sera forcément là. Mais il faudrait qu'on les protège en les rémunérant, en les motivant financièrement, de telle sorte que tout ce qui est évaluation des coûts pétroliers dont j'ai parlé tout à l'heure, et tout ce qui est évaluation du nombre de barils qui va sortir de sous terre, soit exhaustif. Parce que si jamais on doit sortir 500 000 barils, on nous dit 100 000 barils, ton pourcentage va décroître. Donc là sont des points d'attention. Et puis l'autre fait, au niveau des contrats pétroliers, après maintenant les fonds recueillis, le gouvernement sénégalais a eu de bonnes choses de fait, à savoir par exemple de créer le fonds 6, le fonds souverain pour les investissements stratégiques. Le fonds 6 c'est une bonne chose, c'est copier, c'est calquer un peu sur le modèle des Scandinaves et des Chinois et des Qataris, qui ont des fonds. Le Notch Investment Bank, c'est le fonds norvégien. China, CIC, c'est aussi le fonds chinois. Donc, c'est pour prendre l'argent et ensuite voir ce qu'on fait de l'argent. Tu peux faire une répartition de telle sorte que tu fais 65% qui vient dans le budget de l'État, le reste maintenant tu le répartis. Tu crées un fonds intergénérationnel pour prévoir les générations qui vont venir. Tu peux aussi faire un fonds de stabilisation, c'est ce qu'ils ont fait, pour avertir, pour prévenir tout ce qui est choc pétrolier qui peut nous valoir une remontée des coûts du baril de pétrole. Donc ça aussi, ce sont des actes qu'ils ont posés. Ils ont mis 90% à peu près, je pense, du budget, de ce qu'ils vont recueillir pour aller dans le budget du Sénégal. C'est normal, parce qu'au tout début, ils ont besoin quand même d'investir sur des secteurs prioritaires. La santé, l'agriculture, les infrastructures, etc. Donc c'est pour dire qu'ils ont, dans la rédaction de leur stratégie, ils ont bien fait. Il faut le reconnaître, nous ne sommes pas nihilistes. Quand quelqu'un fait bien, on fait bien. Maintenant, au niveau des points d'attention, il faudrait que le fonds 6 serve à nous. Là, les premiers barils devaient sortir, ça a été différé à 2024. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais n'empêche, revoyons les contrats pétroliers qui sont là, parce que ce n'est pas en faveur de nous autres pays africains. Essayons de voir s'il y a un autre modèle, ougandais par exemple, qui ont envoyé pas mal de leurs fils dans les plus grandes universités du monde, aller à la quête de ce savoir-là et revenir ensuite pour développer leur pays. Donc, assurer la prospection, assurer l'exploitation. Et aussi, exploitons le contenu local, ce qu'on appelle le local content. Le local content, ce qui permet aux citoyens d'avoir la préemption sur les métiers qui s'affairent au pétrole. Depuis l'exploitation jusqu'à la rédaction de contrats. Donc, les gars de droit, ceux qui ont appris le droit, ceux qui ont appris les métiers techniques, ils ont leur part dans ça. On a une seule grande école peut-être qui a été créée dans le cadre du pétrole du gaz, c'est l'INPG. Normalement, depuis 2012, on avait signé les premiers contrats, c'est vers 2005, si je ne me trompe pas.
Mais 2012, on en a eu une pléthore. 2015, on en a eu Sangomar offshore profond, Kayar offshore profond, Grande Tortue, etc. Donc tout ça devait faire qu'actuellement, on devait avoir au moins 10 écoles d'ingénieurs prêtes pour les métiers du pétrole et du gaz. Donc il faut qu'on en arrive là. C'est pour clore le chapitre sur le pétrole et le gaz. On peut aller maintenant sur la gestion d'autres ressources, comme l'eau. L'eau, source de vie. Actuellement, peut-être les Sénégalais le sentent par à-coup. On a un stress hydrique. On a une petite rareté de la ressource en eau. On a essayé de faire un diagnostic par rapport à la SONES, qui est la société de patrimoine qui gère l'eau. Et on a vu qu'on a un contrat d'affermage avec Senco. Le contrat, je ne le discute pas. Peut-être c'est une bonne chose. Mais n'empêche, moi j'ai toujours une philosophie. L'eau, l'électricité, le pétrole, le gaz, ce sont des choses, il faut les garder pour soi. Ce sont des domaines de souveraineté. Maintenant, si on peut revenir sur une société qui gère l'eau, bien sénégalaise, je préfère. Maintenant, au niveau de l'eau, ils ont quand même monté des projets, comme l'usine de dessalement de Mamel, qui va permettre d'injecter dans le réseau 100 000 m3. Graduellement, 50 000 m3, après 100 000 m3. Ça va réduire le stress, la pression hydraulique, on peut dire. Donc, mais n'empêche, parce qu'on peut tout le temps être là à désaliniser. Il faut à un moment donné qu'on cherche d'autres moyens. Il faut que le lac de Guiers, on l'exploite à fond. Il faut entretenir le lac de Guiers, c'est le rôle de l'OLAC qui a été créé, qui malheureusement est en train d'être délaissé. C'est le rôle de l'OLAC aussi d'entretenir le lac de Guiers et le lac Rose. Donc tous les lacs du Sénégal, normalement, devaient être gérés par l'OLAC de manière transparente et avec les moyens qu'il faut. Mais malheureusement, ce sont les partenaires technico-financiers généralement qui mettent l'argent dessus. Alors qu'en réalité, il faut que l'État prenne en charge ce dossier-là pour qu'on puisse avoir des nappes. Il faut aussi régler le problème de l'assainissement. Le problème de l'assainissement est là et il est connexe au problème de l'eau. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, les inondations, etc., c'est dû en partie au fait que quand les pluies tombent, les sols sont imperméabilisés. Donc le taux de ruissellement est énorme. Il y a 80% qui ruissellent, 20% qui s'infiltrent. Donc, si on avait des nappes qui étaient assez bien alimentées, ça peut être des pluies artificielles, ça peut être beaucoup de choses, ou bien faire de telle sorte que les nappes, le sol ne soit plus imperméabilisé. Ça aurait permis d'avoir des ressources en eau en attente. Donc, il faut qu'on regarde ça, parce qu'au niveau de Dakar, par exemple, la nappe est polluée. Tu ne verras pas un forage actuellement sur Dakar. C'est pourquoi on est obligé d'aller à lac de Guiers, au Tasset, etc., ou bien au niveau de Bayard, si je ne me trompe pas, pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est une denrée à regarder de fond en comble. Mais n'empêche, l'État est en train de faire des efforts, de dessalement. Il y a le cas de Touba qui a réglé aussi. Il y a beaucoup d'initiatives, de groupements bien organisés au niveau de Touba. C'est quand même un modèle qu'il faut saluer. Pourquoi pas les regrouper et faire une sorte de PPP, un partenariat public-privé, avec leurs fonds qui rentrent dedans, qui vont permettre à l'État et à ces individus-là qui veulent quand même que cette ville émerge pour qu'ils puissent réaliser les infrastructures nécessaires pour que l'eau arrive en quantité et en qualité au niveau de Touba. Mais il faudrait quand même prendre ce problème-là à le corps parce que Touba est considéré comme semi-urbain, on peut dire, alors qu'en réalité, la taille de la ville de Touba fait que c'est une ville, c'est carrément c'est urbain. Donc, pour terminer sur l'eau, on peut aller sur la gestion des ressources foncières. Le sol. Actuellement, tout le monde le vit. Il y a une bulle foncière qui est là, qui va exploser, forcément, si on n'y prend pas garde. On a aussi une surenchère sur tout ce qui est sol. Actuellement, si tu veux acheter un terrain au niveau des Almadies, ou bien au niveau des Mamelles, ça va être compliqué. C'est dû en partie à l'exode rural. Parce que tout le monde est venu sur Dakar. 25% de la population, pour 0,4% si je m'abuse, du territoire. Ce n'est pas vivable. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné à casser ces bulles-là, en quoi faisant décongestionner, décentraliser, de telle sorte que les trains express régionaux puissent rallier Tambacounda, puissent rallier Ziguinchor, puissent rallier toutes les grandes villes du Sénégal. Quelqu'un peut travailler à Dakar, dormir au niveau de Tamba, 2 heures de temps, 2 heures et demie, via un TGV, rallier Dakar, travailler, rentrer chez lui tranquillement, à 20h, 21h au plus tard.
c'est un moyen de stabiliser les fils du terroir dans leur terroir. Ce qui va casser la pression foncière, parce que Dakar, la demande ne sera plus aussi forte à Dakar. Et puis aussi, il faut régulariser le secteur, des prix qui flambent, alors qu'il n'y a pas de régulation. On ne détermine pas le prix du mètre carré selon sa vraie valeur, il faut qu'on règle ça. Il y a un groupe qui a travaillé, qui était dirigé par le professeur Moustapha Souran, qui ont fait un excellent travail. J'ai repris intégralement les conclusions, les recommandations, en y ajoutant tout ce qui est protection du littoral, érosion côtière, etc. Et ils ont fait un excellent travail qui vise des recommandations qu'il faut suivre. C'est CNHG. Donc il faudrait qu'on se réfère à ça pour essayer de régler tout ce qui est régime, tout ce qui est domanial et tout ce qui est foncier. On va switcher sur la sécurité et la défense. On a vu ce qui se passe actuellement au niveau de la zone CEDEAO, la réaction de la CEDEAO. Il est important actuellement pour nos pays d'avoir une sécurité et une défense forte. Et comment est-ce qu'on peut faire? Déjà en analysant les forces et les faiblesses, on voit que quand même l'armée sénégalaise est très respectée de par le monde. L'armée sénégalaise, dans son état-major, il y a des gens qui ont fait des grandes écoles de guerre, des grandes écoles interarmées, que ce soit au niveau de Saint-Cyr, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de Meknes, au niveau du Maroc, et au niveau de Madagascar. On a cette variété-là d'écoles de formation multidisciplinaire. Ce qui fait que, en réalité, on peut avoir une excellente armée. Mais l'armée ne se résume pas seulement à la commanderie. Je parle sous le contrôle de mon Wassila. Ce n'est pas seulement la commanderie, c'est aussi ceux qui sont subalternes. Il faut aussi qu'on les forme bien à travers des écoles de renommée. Ici, on en a des écoles. Il faut qu'on augmente ces écoles-là, qu'on augmente la qualité de formation, NOA, NSOA, etc. Il faut aussi qu'on regarde du point de vue armement. Parce que tu peux avoir une belle tête, tu peux avoir un corps armé bien entraîné, mais si tu n'as pas l'armement, tu ne t'en sors pas. Et malheureusement, si on regarde en Afrique, peut-être les leaders en termes d'armement, en industrie d'armement, c'est l'Afrique du Sud et un peu l'Égypte. Je pense que l'Égypte a la plus grande armée d'Afrique. Et l'Afrique du Sud l'avait parce que c'était au temps de l'apartheid. Donc tous les moyens de répression étaient bons. Ils ont gonflé à bloc leur armée. Mais depuis la fin de l'apartheid, l'armée a commencé à décroître. Donc en termes d'armement, en termes d'équipement. Il faudrait qu'on arrive à ce que, au niveau sud-africain, ouest africain, parce que je vais parler du djihadisme, il faut qu'on arrive à un bloc fort des écoles inter-États, comme on en a eu sur l'assainissement, sur l'électricité, des écoles inter-États pour former nos élites de l'armée. Et aussi leur permettre d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour être plus en plus fort. Parce que le djihadisme, il est là en Afrique de l'Ouest. Les Français, ils ont mis 2 opérations en place, Serval, il y avait Épervier, il y avait Barkhane. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Au contraire, on subit des pertes. Quelque part, les gens parlent même d'évasion de nos richesses. Donc il faut qu'on reprenne en main notre sécurité. La sécurité, comme la santé, comme l'eau, comme l'électricité, c'est un domaine de souveraineté qu'il faut garder par devers soi. Donc il nous faut, à un moment donné, penser en conglomérat de pays qui vont cotiser, je ne sais pas, je peux donner un chiffre, 100 milliards, 200 milliards, pour avoir une industrie de l'armement à la taille des Lockheed Martin, qui sont les leaders mondiaux en termes d'armement, ou bien les Raytheon. Ils sont là et ils alimentent quelque part une guerre. Donc il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là où nous on a notre armement par nous-mêmes. Donc ça c'était un projet sur l'armée. Et chose aussi importante, il faut qu'on pense à une US Force, Air Force du moins. Il faut qu'on pense à l'armée, pas de l'air, mais Space Force, je voulais dire. Donc l'armée du ciel. Parce qu'on est arrivé où la terre, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, les gens sont dépassés ça. Les États-Unis, la Chine, les grandes puissances, maintenant ils sont au niveau de l'espace. C'est là-bas où tout se passe. Les satellites pour repérer les djihadistes, si on avait cette Space Force là, on pourrait le faire.
et une bonne collaboration entre les pays concernés par ce djihadisme-là qui est en train de nous poser beaucoup de problèmes. Donc il faudrait qu'on arrive à ça. Au niveau de la CEDEAO, l'UEMOA, whatever, ce qu'on va appeler l'entité, il faut qu'on ait un regroupement, quitte à avoir au moins, comme pour le pétrole, hein, un major ouest-africain. Il faut qu'on ait une armée pour l'espace. Ça, ce sont des recommandations fortes que je fais. Sinon, celui qui te voit depuis le ciel, qui fait ce qu'il veut, tu ne pourras jamais le dominer. Il faut qu'on y aille. Donc, on peut switcher maintenant pour aller vers l'industrie. La problématique de l'emploi peut se régler par deux choses en particulier. L'entrepreneuriat et l'industrie. Quand je parle d'industrie, ça touche tout. L'agrobusiness, ça touche le coton, l'industrie textile, ça touche les produits halieutiques, la mer, ça touche tout. Tout ce que vous voyez comme caméra, c'est sûr et certain qu'on ne les a pas fabriqués ici. Ça vient de Chine, ça vient du Japon. Et nous, on est là en train de demander de l'emploi pour les jeunes. Il faut qu'on fabrique ce qu'on consomme et qu'on consomme ce qu'on fabrique. Mais on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. Il faut qu'on en arrive là, à ce qu'il y ait des usines qui puissent faire tout cela, qui puissent faire des portables. Il y a d'autres pays africains qui ont commencé, qui puissent faire des ordinateurs. Ça va casser le prix et ça va augmenter le pouvoir d'achat. Parce que tant que tu achètes de l'extérieur, tu le transformes, il te le revend, il fait le fret, il te l'impute. Donc il faut qu'on arrive à ce que nous, tout ce qu'on consomme, tout ce dont on a besoin, qu'on les identifie clairement et qu'on aille vers ça en priorité. Donc l'industrialisation est très importante. Et l'industrialisation, c'est d'abord une affaire de savoir-faire. Il faut le savoir-faire. Il ne faut pas te lever un beau jour et dire que je vais monter une centrale nucléaire. Il faut aller chercher le savoir. Physique atomique, etc., physique nucléaire. Il faut qu'on ait des fils du pays qui puissent faire ça. Donc l'industrie, c'est un chapitre pour lequel je vais peut-être, si le temps me le permet, je pense qu'il me le permettra, écrire un livre entier dessus. Que ça le mérite. Les gens s'en parlent sans pour autant le connaître. Nous, on a eu la chance d'avoir fréquenté le lycée technique industriel, au lycée de la Poste, d'avoir fait MP, après l'école d'ingénieur. On a vu les problèmes qu'on a. Au niveau de nos ateliers, c'est vite, parfois. C'est pas faute. C'est pas notre faute, c'est pas la faute même au corps enseignant, mais c'est parce que l'État n'a pas les moyens d'équiper nos ateliers. Alors qu'en réalité, avant de sortir ingénieur et tout, technicien supérieur et tout, tu dois avoir des ateliers bien équipés. Pour la chaudière, pour le soudage, pour la mécanique générale, etc., etc. Tout ce dont on a besoin, même les appareillages qui nous permettent de faire les mesures électriques, on doit pouvoir les créer ici. Donc c'est pour dire que des bancs de test il en faut des ateliers ultra équipés pour que nous, qu'on puisse maîtriser déjà l'automobile, etc. Et puis passer à une vitesse supérieure. Parce que quand on regarde le plan Sénégal émergent, il y a quand même de la volonté, de la compétitivité de l'industrie. Mais orienté plutôt PME, PMI. Petite moyenne entreprise, petite moyenne industrie. Alors que nous, on doit aller vers la grande industrie pour chercher du travail, pour trouver du travail, voilà, tous ces jeunes qui sont là. Et il faut créer des passerelles. Ce n'est pas parce qu'on a fait un bac littéraire qu'on n'est pas reconvertible en scientifique ou en technicien. Il faut que toute cette masse de jeunes-là, qu'on essaie d'avoir des centres de métiers pour aller les reconvertir pour qu'ils puissent être des ingénieurs, des techniciens, pourquoi pas. Tout est question de capacité. C'est possible. Il y a des prérequis, certes, mathématiques, physiques, etc. Mais je me dis que la reconversion est possible. Il y a des gens extrêmement intelligents qui ont fait des bacs littéraires. J'en suis sûr que s'ils faisaient de nos séries scientifiques, ils auraient réussi. Donc, la passerelle est possible. Il faut qu'on aille vers ce focus industriel. Pourquoi j'annonce ici, Inch'Allah, on fera un livre sur l'industrie. Donc, pour passer rapidement, parce qu'on me demande de gérer le temps, l'éradication de la pauvreté et tout ce qui est autosuffisance alimentaire. Je pense que l'État a fait un programme qui est intéressant, le PRACAS, programme pour l'accélération de la cadence alimentaire, l'autosuffisance surtout. Et c'est intéressant, il faut le saluer. Peut-être là, tout ce que j'ai à faire comme remarque, c'est le choix stratégique. Ils ont choisi le riz comme aliment de base. Je l'ai expliqué à Bagny, je l'ai expliqué dans une émission de La Place.
Je dis le riz, nutritivement parlant, n'est pas comparable au mil, de un. De deux aussi, le riz est difficile à cultiver, parce que nous, on est dans des terres parfois salines, au niveau de la vallée du fleuve, comme au niveau même de la Casamance. On a un barrage anti-sel, mais parfois, le taux de salinité est élevé, donc tu ne peux pas cultiver le riz proprement. On a un objectif assez élevé d'1 600 000 tonnes par an, qui n'a jamais été atteint. Ils étaient proches, 1 300 000 il y a 3 ans, je pense. Donc c'est difficile de cultiver le riz. Ça demande beaucoup de moyens. Et puis, ici, pour le gap qui est résorbé par les autres puissances, ne sera plus résorbé parce qu'eux, ils commencent à avoir des problèmes alimentaires avec leur population. Donc ils vont avoir besoin du riz pour eux-mêmes. Donc, même si je sais que le tchéboudienne est difficilement, on peut s'en passer, difficilement, mais n'empêche qu'on essaie de trouver un parfait équilibre pour introduire carrément le mil, le sorgho et les autres qui sont beaucoup plus nutritifs. On est conscient du fait que la transformation maintenant est plus difficile, parce qu'il faut moudre. Ce sont des appareils qui sont là, qu'on peut créer, parce que le moulin, la décortiqueuse, ce sont des choses qu'on peut faire in situ. Le moteur, si tu ne peux pas le commander à l'extérieur, tu peux même faire le bobinage ici. Donc tout ça sont des métiers qui sont là, qui vont permettre à ce qu'on aille véritablement vers l'autosuffisance alimentaire. Donc je salue quand même les efforts du gouvernement dans sa stratégie à travers le PRACAS, qui est un très bon programme. Moi je l'ai lu personnellement, les grands axes, c'est à féliciter. Maintenant, pour la pauvreté, lutter contre la pauvreté, le pouvoir d'achat est important. Il faut que les gens aient du travail. Donc l'emploi. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on casse le coût de la vie. Donc il faut qu'on fasse la police des prix. Ce qui se passe au Sénégal actuellement est quand même assez scandaleux. Les prix, l'inflation, à fin 2022, on a dit 9,5%, d'après le rapport que j'avais vu au niveau de l'ANSD. Mais en réalité, nous tous nous sentons que c'est plus que ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est la police des prix. Même s'il faut digitaliser au niveau des commerces de telle sorte que tout ce qui se vend, les prix homologués sont distinguables. Et puis il faut que ceux qui enquêtent, qu'ils puissent aller sonder. Est-ce que le prix promulgué, le prix homologué est appliqué? Et puis il faut une régulation des prix. Ce n'est pas parce qu'on dit que le marché répond à la loi de la demande et de l'offre. Mais parfois ce qu'on constate, l'offre est là, mais la demande, l'offre est là, donc normalement les prix doivent être cassés. Les prix montent et ne reboussent jamais. Il faut qu'on arrive à ce que le prix, quand ça monte quand même, quand l'offre est là, que ça puisse être cassé. Tout ça avec une certaine régulation. Ne pas faire une régulation réactionnaire, c'est-à-dire il y a un petit étincelle là-bas au niveau de l'Irak, et ça se répercute forcément sur les prix. Non, il faut un temps de battement, analyser, voir si réellement l'inflation est là, avant pour autant d'appliquer une quelconque régulation des prix. Donc ça c'est important, le pouvoir d'achat, casser les prix, une politique, une famille, un champ. Il faut qu'on récupère nos terres, ça fait partie des actes fondateurs du millénium. Il faut qu'on arrive à un moment donné à ce que les terres, les mers, le pétrole, l'eau, tout ça appartient au peuple. Quand j'ai parlé de ça, quelqu'un m'a attiré mon attention pour me dire est-ce que ce n'est pas de la xénophobie, parce qu'on sera obligé d'exproprier certains. Je dis c'est possible de faire une location sous forme de baux, pour que ce soit limité dans le temps. Mais on ne peut pas se permettre, nous, Sénégalais, d'avoir quand même une pénurie alimentaire qui va se profiler, d'avoir besoin de nos terres pour l'agriculture et de laisser les terres à d'autres personnes. Discute être des pays frères, des pays amis, je suis d'accord, on peut trouver des ententes, mais n'empêche, on doit laisser nos terres aux Sénégalais. Et il faut que chaque famille regagne l'agriculture. Parce qu'en réalité, c'est parce qu'on a laissé tomber l'agriculture, qui est actuellement à 34% de notre PIB, qu'on se retrouve maintenant à avoir des problèmes alimentaires. Tout le monde a laissé les champs, maintenant on est devenu commerçant. Chacun fait la même chose, le même type de commerce, ambulant, etc. Je n'ai rien contre les chercheurs du travail. N'empêche qu'il faut réorienter tout ça, faire de telle sorte que les gens puissent retourner à la terre. Une politique aussi
pour réduire la pauvreté, le stress qu'il y a au niveau des travailleurs, c'est trouver un toit. On doit avoir une politique où chacun doit avoir un toit dès lors qu'il commence à travailler. Donc, une famille, un toit, ou bien un travailleur, un toit, ce qui permettra à ce que, au moins, qu'on puisse réduire ce stress-là. Quelqu'un qui commence à travailler dans une société publique comme privée doit, dès son entrée, avoir un toit pour qu'il puisse amoindrir ce stress-là et puisse travailler sereinement pour réduire tout ce qui est pression sociale. L'exposé est assez long parce que c'est un livre de 500 pages, 19 chapitres. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Mais on va permettre à Cheikh Souleymane et à Chérif Hamza de se libérer. Ensuite, maintenant, on va continuer la séance d'explication.